Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue à cette deuxième journée des MIAI Days. Et cette journée est dédiée à la session. Cette session sera autour des activités autour de l'innovation du MIAI Cluster. Donc, on commencera par une présentation, une petite introduction autour des activités du bureau. Innovation, son pilotage, ses activités, ses actions et ses missions. Ensuite, on enchaînera sur une présentation qui sera faite par Philippe Wigzorek autour de l'impact environnemental de l'IA. Vers 9h15, on aura le plaisir d'animer et d'organiser une table ronde qui va aborder les bénéfices des collaborations avec notre institut. On aura pour invités Vincent Debuchère, Nicolas Busquet, Claude Lepape, Hassan Issa et Anne de Molinaire. Vers 10h, on aura une présentation autour de Sustainable and Embedded AI for Next-Gen Sensor-Based IoT Devices par Adrien Villatel et Thomas Guillot. Et puis, une autre présentation de Vincent Huard. Et on aura une pause vers 10h30. On reprendra après avec une distinguished lecture par le professeur Cis Snowek, que je ne fais pas de bêtises, de l'Université d'Amsterdam. Voilà pour la session de ce matin. Donc on enchaîne tout de suite avec Marie-Astrid à mes côtés, qui est la chef de projet innovation de MIAI, qui a rejoint le MIAI Cluster pour renforcer les activités de notre bureau. Donc le bureau innovation de MIAI, slide suivante s'il vous plaît, a pour mission essentiellement de contribuer aux activités de l'innovation de notre site et qui se sont élargies avec le fait qu'on devienne un cluster, c'est-à-dire que initialement l'Institut était coordonné et porté par l'Université de Grenoble et les activités couvraient Grenoble-Alpes en tant que site, et maintenant avec le fait qu'on devienne cluster, on a l'Université Clermont-Auvergne et aussi la Savoie-Mont-Blanc qui rejoignent l'Institut. Donc nos activités en termes d'innovation s'élargissent de ce fait. Les principales missions du bureau, c'est de faire de la détection de projets à fort potentiel de transfert, sans pour autant se dédoubler ou se substituer aux services de valorisation et de transfert de nos établissements. Donc on le fait conjointement avec eux. Ça n'est pas un énième guichet, mais on est contributeur pour détecter le potentiel de nos projets qui ont été financés sur la première phase, les projets de chaire et les projets exploratoires. La deuxième mission importante de l'Institut et de ce bureau, c'est la dissémination et la sensibilisation à l'IA et ses usages envers notre société. Et ça se traduit par des webinaires qui sont organisés, des séminaires, des prises de parole pour qu'on puisse sensibiliser la société et pas uniquement la communauté scientifique. Et enfin, on développe essentiellement des partenariats et des collaborations avec les partenaires privés et industriels qui sont essentiels à la vie de l'Institut, qui vont contribuer au développement de la recherche et de l'innovation de nos sites via des collaborations au sein des chaires, au sein des projets exploratoires. Donc, depuis le recrutement de Marie-Astrid, ça s'accélère énormément grâce à elle et tous les membres du bureau. Donc, on a plein de chantiers qui sont initiés déjà depuis 2019 et qui se renforcent depuis qu'on devient cluster. Les chantiers autour de la détection et de la valorisation, et ça se traduit par les séries de rendez-vous qu'on essaye de mettre en place avec les porteurs scientifiques pour identifier ensemble le potentiel de valorisation de vos travaux et de vos résultats en vue de booster les collaborations industrielles ou bien de voir le potentiel de créer une start-up ou de commercialiser les licences. Et tout ça toujours en lien avec les services de vos établissements. De continuer à disséminer l'IA au sein de la société avec les webinaires qui ont lieu chaque mois. N'hésitez pas à relayer l'information, ils sont très intéressants, ils sont toujours thématiques. On invite toujours un industriel qui va nous expliquer comment il a intégré l'IA ou les usages de l'IA dans son activité. Ensuite, on a maintenu un programme de labellisation pour les startups de nos sites. Donc, toutes les startups qui sont issues, dont les travaux sont issus des laboratoires de recherche de Grenoble et maintenant de Clermont et de l'USMP, peuvent prétendre à ce label.
et du coup faire partie également de facto des membres, devenir membre du club des partenaires de MIAI et bénéficier d'un réseau qui est riche en termes de scientifiques et de partenaires privés industriels. Et puis, nous allons créer et animer un club des entreprises. Donc, Marie-Astrid vous donnera plus d'éléments tout à l'heure. C'est important parce que ce sont nos partenaires qui font vivre aussi l'Institut et qui contribuent fortement à la recherche et à l'innovation. Voilà. Donc, concernant le label des startups, n'hésitez pas à promouvoir ce programme. Il a été initié en 2019 et depuis le lancement de MIAI, 16 startups issues de nos labos ont vu le jour et ont pu bénéficier de ce label. Nous allons reconduire cette activité-là, ce label, ce programme de labellisation, et on va par contre développer un peu plus les avantages et les contreparties quant à cette labellisation. Initialement, c'était plus une mise en lumière de ces startups et bénéficier d'accès à nos événements, les MIAI Meetings, les séminaires, etc. Là, on est en train de travailler à développer encore plus de contreparties. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, l'élargissement du périmètre grâce au fait qu'on devienne cluster et qu'on embarque l'Université de la Savoie-Mont-Blanc et également Clermont-Auvergne Université. Et je te passe la parole. Merci. Donc, concernant le Club des entreprises partenaires, c'est un nouveau chantier qu'on a ouvert cette année. Pourquoi ? Pour renforcer une communauté donc autour des partenaires du cluster, mais aussi avec les startups labellisées. Donc, l'objectif, c'est de créer des synergies, de créer de nouvelles collaborations entre les académiques et donc les entreprises. Et donc de fidéliser voilà, les partenariats privés, leur donner des informations, les informer sur toutes les avancées du cluster, que ce soit sur toutes les briques formation, recherche et innovation, mais aussi récolter leurs attentes, leurs besoins, pour qu'on puisse voir ensuite quel maillage on puisse faire. L'idée, c'est de faire un maillage, une mise en relation efficace et de qualité avec les partenaires académiques, enfin avec les membres académiques. Et donc voilà, favoriser les relations de qualité, de nouvelles synergies et donc offrir un cadre attractif pour tous ces acteurs. Et donc ce sera concrétisé en septembre. On organise un événement le lundi 29 septembre à l'IMAG. Voilà, je suis en train d'envoyer les invitations. Vous avez peut-être dû recevoir un petit mail. La suite. Donc, qui dit partenariat dit modalité de partenariat. Donc, on vous présente les différentes modalités pour que vous les ayez en tête. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour en discuter par la suite ou même se rencontrer après. Donc, soit via projet collaboratif, donc via financement de thèse, ça peut être une thèse CIFRE, post-doctorat ou donc du temps ingénieur dédié, soit du temps personnel entreprise, donc sur des projets collaboratifs, ou bien de la mise à disposition de données, de ressources matérielles ou logicielles. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est possibilité de création d'une chaire industrielle avec un minima de 300 000 euros d'apport en numéraire. Ou enfin, donc, un financement direct de MIAI Cluster. En chiffres, donc depuis 2019, les partenaires rassemblent, sont aux alentours de 130. Voilà. Et ça rassemble environ 23 millions d'euros. Et voilà. Donc nos contacts avec Manel. Et donc on veut quand même les remettre en valeur. Donc tous ces membres du bureau, parce que sans eux, il n'y aurait pas d'action. Et il n'y aurait pas tous ces chantiers qu'on est en train de concrétiser. Voilà. Donc encore un grand merci à eux. Et je regarde une dernière. Voilà. Et ça, c'est le lien pour aller sur la page web du bureau innovation,
où vous pouvez retrouver les différents chantiers et les différentes informations. Voilà. Et la parole maintenant, donc à Philippe, qui va nous présenter le livre blanc. Voilà. Bonjour, merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Philippe Viexorek, je suis directeur innovation et j'ai le titre usurpé d'expert IA chez Minologic. Comme vous avez compris, je vais potentiellement changer, mais bientôt, mais je parle plutôt au nom de Minologic aujourd'hui. L'IA aujourd'hui, ça change de paradigme au niveau de l'énergie, parce que ça mange tellement d'énergie que la plupart des acteurs privés se dotent de capacités de production d'énergie. Donc, bon, j'ai mis des centrales nucléaires ou des centrales à charbon, mais peu importe. Les logos que j'ai mis n'ont pas tous annoncé non plus une création de centrales nucléaires, mais c'est quand même un paradigme qui est notable, puisqu'avant, la fourniture d'énergie était plutôt une problématique d'État, alors que là, maintenant, les privés se préoccupent de ces choses-là. L'IA est en partie responsable de ça. C'est ce que montre cette petite diapo. Donc, bon, je ne vous ferai pas l'affront de vous faire la différence entre l'IA spécialisée et l'IA générative. Je pense que vous connaissez mieux que ça que moi, y compris les phases d'apprentissage et d'inférence. Si on regarde l'IA spécialisée, on est sur quelques centaines ou quelques kilowatts en termes d'apprentissage. L'IA générative, alors c'est des chiffres estimés, hein, donc je ne suis pas dans l'exactitude scientifique là, mais quand même, on estime que ChatGPT, c'est quelques mégawatts, enfin quelques milliers de mégawatts. Ça représente à peu près la consommation annuelle de 270 foyers français. Donc c'est déjà beaucoup. Quelques centaines de kilowatts, c'est un radiateur, hein, donc c'est pas... Voilà. L'inférence, souvent sur l'IA spécialisée, on est souvent négligeable. Parfois, on l'embarque même sur un microcontrôleur, donc on est de l'ordre du milliwattheure. ChatGPT, une simple requête, c'est à peu près 3 Wh. Si on compare ça à une recherche Google, c'est 10 fois plus. Donc tous les gens qui utilisent ChatGPT pour faire de la recherche, on peut déjà questionner leur usage parce qu'ils consomment 10 fois plus d'énergie qu'ils ne devraient. Et le vrai problème, c'est le nombre de requêtes, parce que comme vous savez, ChatGPT, maintenant, tout le monde l'utilise pour tout et n'importe quoi. Il y a énormément de requêtes. On est quand même sur 500 MWh par jour. À l'année, ça fait 206 gigawattheures. Donc c'est à peu près la consommation de 44 000 foyers français. L'autre ordre de grandeur que j'ai trouvé, et qui est probablement inexact, mais quand même il est structurant, c'est la consommation annuelle d'un pays comme la République centrafricaine du Bénin ou du Sierra Leone. Donc ça veut dire que ChatGPT, aujourd'hui, il a la consommation énergétique d'un pays. Et on ne parle pas des ressources en eau pour refroidir les data centers, etc., etc. Donc c'est assez affolant. Si on prend entre l'apprentissage de l'IA spécialisée et de l'IA générative, on a un facteur 10 000. Okay. Je ne me lancerai pas à citer le facteur multiplicatif, parce que ça sort de mon entendement, ça. Donc, je ne sais pas le dire, ce chiffre-là. Mais il est juste monumental. Et ça pose quand même des questions. Donc, c'est renforcé encore par... donc c'est Sam Altman, le CEO d'OpenAI. J'ai pris 2 de ses citations. Il déclare que pour aller au bout de son projet d'OpenAI, il a besoin de 7 000 milliards de dollars d'investissement. Bon, 7 000 milliards, ça ne me parle pas beaucoup. C'est juste plus que toute l'industrie du semi-conducteur depuis sa création. Donc, je ne sais pas s'il les trouvera, les 7 000 milliards, mais c'est quand même pas tout seul. Voilà. Bon, j'ai parlé effectivement de la création d'entreprises, de centrales. Google a redémarré une centrale nucléaire qui avait eu un incident qui inquiète pas mal en Pennsylvanie, donc c'était Three Mile Island. Donc ils l'ont redémarré, hein. La centrale était arrêtée depuis 1979, ils sont repartis de ce truc où il y avait eu un incident qui n'a pas été résolu. Ils redémarrent comme ça, c'est de la gestion privée, bon voilà. Je suis content de ne pas habiter la Pennsylvanie pour l'instant, mais bon. Et toujours Sam Altman, son projet de développement de l'IA générative, il dit ça ne passera pas sans une révolution technologique de la production d'énergie. Donc on voit que IA et énergie sont quand même énormément liés. Donc fort de ce constat, on a lancé un think tank en octobre dernier à Minologic, où on a réuni un certain nombre d'acteurs. On est parti des usages et des technos existantes en se disant l'IA fait partie du problème de l'impact environnemental, mais amène aussi des solutions. Et donc, ce think tank va publier un livre blanc en septembre prochain
où on va faire un peu le tour de l'état de l'art sur ces choses-là, des impacts, etc., des initiatives qui existent. Et puis, on va peut-être fournir aussi des recommandations pour améliorer la situation. Et un petit coup de pub, on aura un événement le 23 septembre à Grenoble. Peut-être il sera au campus, mais pas sûr. Mais en tout cas, l'événement sera là. Et l'idée, justement, c'est qu'on montrera les conclusions à laquelle on est arrivé et on présentera les recommandations voilà. Donc, vous pouvez vous inscrire sur le petit QR code là. Et je vous engage à venir nombreux. Je vous remercie beaucoup. Donc on va enchaîner avec Adrien Vialletel et Thomas Guillot donc pour la présentation de Esign. Eh bien, bonjour à tous. Je suis Adrien Vialletel et je suis accompagné donc de Thomas Guillot et nous sommes ici pour vous partager notre vision de l'IA embarquée. Donc, pour commencer, je vais vous donner une image. Donc, imaginez, vous avez la possibilité de déployer 1000 personnes gratuitement le long d'une route ou dans une forêt. Et chaque personne a la possibilité de vous envoyer un SMS, mais seulement quand un événement est détecté. Alors, pour quel type d'événement vous souhaiteriez être averti? Donc, pour une route, ça peut être s'il y a des embouteillages, ça peut être s'il y a des accidents. Pour une forêt, ça peut être s'il y a un départ de feu. Alors, bien sûr, il y en a plein d'autres. Des événements qui sont très intéressants à monitorer. Et tout ça, c'est possible grâce à des objets connectés qui sont à la fois bas coût, intelligents et aussi autonomes en énergie. Et donc avec Thomas, on travaille à Assagne. Donc c'est une entreprise grenobloise. On est une design house. On conçoit des circuits intégrés. On est sans usine. Et cette année, on a conçu le premier NPU, c'est un Neural Processing Unit, un microcontrôleur spécialisé dédié à l'exécution d'algorithmes IA. Et cette puce, elle consomme seulement 1 milliwatt. Et donc avec Thomas, on va vous présenter donc, pourquoi on a décidé de faire de l'IA embarquée et comment on s'est organisé pour le faire. Et donc je vais laisser la parole à Thomas qui va vous expliquer pourquoi. Merci Adrien pour l'introduction, merci à Miaille pour l'invitation. Je vais commencer cette présentation avec quelques chiffres très simples. En 2024, on comptait pas moins de 19 milliards d'objets connectés dans le monde et on s'attend à ce que ce chiffre atteigne les 40 milliards d'ici 2030, soit doublé en l'espace de 6 ans. Donc ces objets connectés, ça peut être un smartphone, une montre connectée, une caméra ou tous les objets connectés que vous pouvez avoir à la maison. Et tous ces appareils, ils vont générer de la donnée qu'on va devoir traiter. Et aujourd'hui, on utilise la puissance de calcul des serveurs qu'on trouve dans les data centers. Et l'année dernière, on comptait 9000 data centers à travers le monde, dont 4000 seulement aux États-Unis. Alors pour traiter cette grosse quantité de données, il y a un bon candidat auquel on peut penser, l'IA, évidemment. Seulement, utiliser l'IA pour traiter des données, ça peut être une bonne solution, mais ça va aussi dépendre de comment on l'utilise. Parce que utiliser l'intelligence artificielle sur des serveurs, ça vient avec quelques contraintes que je vais vous lister maintenant. La première étant liée à la bande passante. En effet, le nombre d'objets connectés augmente beaucoup plus rapidement que la puissance de calcul disponible dans les data centers. Donc à un moment donné, on va faire face à une saturation de la bande passante, possiblement. Alors on pourrait se dire, on peut construire davantage de data centers, mais comme on l'a vu notamment dans la présentation de Philippe,
on va avoir besoin de plus d'énergie. Parce que des serveurs, ils ont besoin d'électricité pour les alimenter et faire tourner toutes les infrastructures, aussi parfois d'eau pour les refroidir. Il faut savoir que 1,5% de la consommation électrique mondiale est dédiée uniquement aux data centers. Alors ça peut paraître pas beaucoup, mais finalement c'est plutôt important et c'est pas prêt de diminuer. Ensuite, comme je l'ai dit, on a 9000 data centers dans le monde. Donc, il y en a aux États-Unis, en Amérique centrale, du Sud, en Europe, en Asie de l'Est et du Sud-Est. En fonction des données qu'on va envoyer dans le cloud, mais aussi en fonction des réglementations liées à la protection et à l'usage des données, on peut faire face à un problème, face à la sécurité et à la protection de nos données. Et enfin, le dernier point, il va être lié à la prise de décision des appareils connectés. On envoie les données au cloud, qui vont être traitées, puis qui vont revenir à l'appareil. Dans certains cas, on peut faire face à une latence qui peut être plus ou moins importante. Seulement, dans certains cas d'usage, cette latence, elle peut être critique. On peut penser notamment à de la maintenance prédictive, donc sur une ligne de production. Si on détecte trop tard un défaut d'une machine, par exemple, et qu'on doit arrêter la ligne de production, ça peut causer des pertes significatives pour l'entreprise qui avait pourtant prévu un système pour éviter d'arrêter sa ligne de production. Alors, la réponse des industriels pour répondre à toutes ces problématiques, ça va être de combiner l'IoT, donc l'Internet des objets, avec l'IA. En d'autres termes, on va déplacer l'IA qui est aujourd'hui exécutée sur serveur. Alors ici, on parle plutôt d'IA spécifique, spécialisée, et non pas d'IA générative, des LLM. Mais pour l'instant, c'est principalement exécuté sur serveur. Et donc, on va les déplacer du cloud vers l'edge, donc de très gros serveurs, vers de toutes petites puces, comme les NPU, qui permettent d'exécuter l'IA localement, sans dépendre du cloud. Alors, quels vont être les cas d'usage pour ce type de puce? Donc, nous, à Assagne, on s'est concentré sur des NPU à ultra basse consommation, donc avec une consommation électrique de 1 mW environ à l'inférence, pour traiter des données capteurs. Donc, on l'a un petit peu mentionné en introduction, mais on peut imaginer concevoir une caméra compacte, sans fil, autonome en énergie et intelligente. On peut l'imaginer placer une caméra en route de campagne, en route de montagne, pour surveiller le trafic routier. Et si on détecte un accident de la route, on peut alerter les secours. On peut aussi déployer tout un réseau de caméras dans une forêt pour surveiller les flux humains, mais aussi la faune. Et si on détecte un départ de feu de forêt, on peut immédiatement prévenir les pompiers. Alors les deux cas d'usage que je viens de vous citer, c'est des situations d'urgence. Un accident de la route, des feux de forêt, mais on n'a pas besoin d'aller chercher aussi loin pour trouver des cas d'usage à ce type de puce. Je pense que vous connaissez tous les capteurs de mouvement qui allument la lumière lorsqu'on passe devant. Vous avez peut-être ça dans vos bureaux, dans vos maisons, il y en a même peut-être dans ce bâtiment. Seulement, qu'est-ce qui se passe si vous êtes dans votre bureau, assis, et que vous ne bougez pas? La lumière va s'éteindre au bout d'un moment. Ou même si, en pleine nuit, dans votre maison, vous avez votre animal de compagnie qui se balade et qui va allumer les lumières parce qu'il est détecté par le capteur. Alors c'est un peu dommage pour quelque chose qui est censé nous simplifier la vie. Alors on pourrait imaginer concevoir des capteurs qui non pas vont détecter un mouvement, mais qui vont réellement analyser l'image, détecter s'il y a des humains, des animaux sur la scène. Et ensuite, on va pouvoir imaginer ajuster l'éclairage, le chauffage, la climatisation, les volets roulants, tout ce qu'on veut. Et là, on va pouvoir réellement faire des bâtiments intelligents et connectés. Donc là, vous avez compris pourquoi à Assagne, on a décidé de prendre ce pari et cette direction de concevoir une puce ultra basse consommation pour exécuter l'IA. Je vais laisser Adrien poursuivre la présentation pour vous présenter comment on a fait ça et quels sont nos objectifs sur ce projet. Merci Thomas. Donc, comment on s'est organisé? En 2018, on a décidé d'intégrer de l'intelligence artificielle à l'intérieur de nos circuits intégrés, à l'intérieur de nos puces.
Mais avant de pouvoir le faire, il fallait d'abord qu'on apprenne à faire de l'IA. Donc on a créé une équipe pour apprendre à faire de l'IA comme tout le monde, c'est-à-dire à utiliser les outils classiques, TensorFlow, PyTorch, sur GPU, sur serveur. Et ensuite, on s'est attaqué à la compression, à la réduction de ces algorithmes, tant sur la partie logicielle que sur la partie matérielle. Donc on a divisé l'équipe en deux. Il y a une équipe qui s'est concentrée sur l'analyse du matériel, c'est-à-dire comprendre comment concevoir des blocs de calcul pour pouvoir exécuter de l'IA de manière efficace. Et ensuite, se concentrer aussi sur l'architecture, notamment pour réduire les échanges entre la mémoire et les blocs de calcul, puisque ces échanges consomment énormément d'énergie, puisqu'il y en a beaucoup lors de l'exécution d'un algorithme d'IA. Et ensuite, la deuxième équipe, qui s'est concentrée sur le logiciel, elle a appris à utiliser des méthodes à l'état de l'art de quantification, donc soit de quantification après entraînement, soit pendant l'entraînement, pour venir compresser de manière efficace le réseau de neurones, c'est-à-dire de diviser sa taille par 100, par 1000, voire plus, tout en minimisant l'impact sur la performance du modèle. Donc voici les résultats qu'on a obtenus. Donc en 2018, on a commencé par un modèle de 40 millions de paramètres pour détecter des véhicules dans des images. Cet algorithme est exécuté sur un GPU et consommait 400 watts. Ensuite, on a une première itération de réduction du modèle. On l'a divisé par 10, 4 millions de paramètres. On a divisé la consommation aussi par 10, 40 watts, et c'était exécuté sur une NVIDIA Jetson, donc on va dire une carte graphique qui commence un peu à être embarquée. Et en 2025, là, on vise d'exécuter pour la même application, donc détecter des véhicules dans des images, d'exécuter un modèle de 300 000 paramètres seulement sur notre puce, notre NPU, avec une perte de 4 points sur la performance, mais seulement pour 1 milliwatt. Donc, bien sûr, il n'y a pas une seule manière de réduire un algorithme d'IA. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut trouver le meilleur compromis entre les performances et la taille du modèle en fonction de votre cas d'usage. Et donc, la puce que nous avons fabriquée, c'est Colibri. Elle s'appelle Colibri. Donc, c'est un microcontrôleur RISC-V qui possède sa propre IP, son propre bloc matériel qui permet d'exécuter des réseaux de neurones. Alors ce bloc matériel, il sait faire que ça, il ne sait pas faire d'autres choses. Mais par contre, il est très fort pour exécuter des réseaux de neurones convolutifs. Donc les réseaux de neurones convolutifs, ce sont ceux qui sont utilisés pour tout ce qui est détection d'images. Et cette puce, donc, on l'a optimisée pour le computer vision, pour la vision par ordinateur, mais elle est aussi capable de traiter n'importe quel type de données capteurs, comme des signaux audio ou des signaux issus d'accéléromètres. Alors des outils pour compresser des réseaux de neurones, pour faire de l'IA embarquée, il en existe plein. Souvent, ils proposent toute la pipeline pour créer votre modèle, créer votre dataset, générer votre modèle, et ensuite déployer votre modèle sur n'importe quel type n'importe quelle cible matérielle, donc FPGA, microcontrôleur, NPU. Donc vous avez Edge Impulse, qui est une entreprise qui a récemment été rachetée par Qualcomm, qui propose justement toute cette toolchain. Mais vous avez aussi la plateforme Edge, qui est soutenue par l'Union européenne et par la fondation Eclipse, qui propose une toolchain similaire. Et cette plateforme a la particularité d'être open source. Alors, pour la plateforme Edge, on a récemment été lauréat
pour participer pour contribuer à cette plateforme et assurer la compatibilité avec notre puce Colibri. Bon, des outils, il en existe plein, et je sais aussi qu'à Grenoble, il y a tout un tas d'acteurs qui sont très forts pour compresser des réseaux de neurones. Je sais qu'il y en a dans cette salle. Donc je pense à ShineEdge, je pense à Mountain aussi, qui fait des super choses. Donc à Grenoble, on est très intéressé. Il y a tout un écosystème qui s'intéresse justement à la compression des réseaux de neurones et à l'IA embarquée. Et donc, pour conclure cette présentation, je vais laisser la parole à Thomas qui va vous présenter le projet GreenAI, l'initiative GreenAI qui est un projet France 2030. Merci. Donc du coup, le développement de cette puce, Adrien l'a dit, il fait partie d'une initiative France 2030, le projet GreenAI, qui a été rendu possible grâce au soutien de l'État français, mais aussi de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Grenoble-Alpes Métropole. Dans ce projet, on a 2 partenaires. Le premier étant Dracula Technologies, qui sont basés à Valence, qui conçoivent des cellules photovoltaïques organiques qui permettent de récupérer l'énergie lumineuse pour la transformer en électricité dans des environnements faiblement illuminés. Donc typiquement, on pourrait imaginer cette pièce qui n'est pas très illuminée, il n'y a pas de lumière du soleil, ou même dans les bois par exemple. Et ensuite, on travaille également avec le laboratoire Hubert Curien de l'Université de Saint-Étienne, qui, via 2 thèses, travaille sur les modèles d'IA robustes et frugales. Alors, l'objectif de ce projet, c'est de construire une plateforme française pour l'IA embarquée. Et plus largement, c'est de permettre aux industriels de concevoir la nouvelle génération de capteurs et d'utiliser le plein potentiel de l'IA embarquée. Merci pour votre attention. Merci à tous les deux. Donc on enchaîne avec... Ah, pardon. Oui, on va prendre juste une seule question, parce qu'après, on doit enchaîner après. Alors, j'en mets 2, comme ça, je n'en poserai qu'une. Je rebondis sur votre dernière présentation en disant comment vous vous placez par rapport à un autre projet de développement de l'embarqué français, qui est le Deep Green, par le CEA. Et la deuxième partie de ma question, c'était comment votre puce se positionne par rapport à des concurrents. Je pensais à Intel Myriad ou Greenwave, qui n'est pas loin à Grenoble aussi. Quelles sont ses spécificités pour se battre sur ce marché? Alors, donc pour la première question, j'ai parlé de la plateforme Edge. Donc la plateforme Edge est développée par Deep Green, justement. Et donc nous, l'idée de discussion, et puis récemment on a été lauréat justement d'un appel à manifestation d'intérêt de Deep Green, c'est de rendre compatible cette plateforme à notre puce pour justement proposer un vrai cas industriel pour l'utilisation de cette plateforme. Et donc, vis-à-vis de la concurrence, donc effectivement, vous avez cité Greenwaves. Donc malheureusement, l'histoire s'est mal terminée pour Greenwaves, puisqu'ils ont été récemment rachetés par une entreprise italienne, il me semble, Exilor, Luxottica, une entreprise italienne, il me semble, qui fait des lunettes connectées. Alors, notre puce, elle se différencie de la puce Greenwaves par 2 choses. La puce Greenwaves, elle avait un réseau de cœurs à l'intérieur, un réseau de cœurs de calcul. Nous, il n'y a qu'un seul cœur, il n'y a qu'un seul accélérateur. Il y a juste à déployer votre modèle dans la mémoire de notre puce.
Et ensuite, vous chargez les poids dans la mémoire et vous vous occupez plus du reste. Il n'y a pas d'optimisation à trouver entre je dispatche mes différentes sources de calcul sur différents cœurs neuronaux. Nous, ce qu'on vise aujourd'hui avec notre puce, c'est vraiment sa simplicité d'utilisation. Et ensuite, la puce GreenWaves, aujourd'hui, jusqu'à présent, elle était utilisée surtout pour le son. Nous, on a vraiment choisi un virage différent pour optimiser notre puce sur le computer vision, parce qu'à l'intérieur de notre puce, il y a un Image Sensing Processing Unit, une IP justement de traitement qui permet de faire du pré-traitement sur les images avant analyse IA. Donc c'est vraiment nous la différence. Ce qu'il faut retenir, c'est que GreenWave, c'était surtout le son. Nous, c'est surtout l'image, le traitement d'image à très basse consommation. Merci beaucoup. Et maintenant, du coup, Vincent Huard pour l'entreprise Montaigne. Merci. Donc, je vais vous présenter la société Montaigne, donc une société récemment créée sur Grenoble, et qui a été créée suite à de nombreuses années d'expérience et d'essais qu'on a fait auprès de certains nombres de nos clients pour mieux comprendre leurs besoins. Et on est arrivé donc à finir par développer ce qu'on appelle une infrastructure IA frugale par l'espace. Le but, in fine, de toute cette infrastructure, c'est de permettre à nos clients de comprendre et de protéger leurs actifs. Un actif, ça peut être une forêt, un pipeline, une personne, un employé, partout sur Terre. En fait, on a bien vu avec les AI Summit à Paris, tout le monde parle d'IA, tout le monde parle de Generative AI, tout le monde parle de data center, ce qui est vrai, hein. On a 99% aujourd'hui des applications qui tournent dans le cloud, mais on sait très bien que ce n'est pas sustainable. On l'a vu avec notamment l'analyse du livre blanc. En contrepartie, et mes collègues de SAIL viennent de le préciser, en 2030, il y aura 40 milliards d'IoT qui vont être déployés, et seulement 1 seul % de ces données d'IoT vont être traitées. Elles sont générées, mais sans être traitées, parce qu'il y a un flux tellement important, même l'IA dans les data centers ne peuvent pas les traiter. Et donc là, il y a un gap qu'on a essayé de régler. Et donc, on a essayé de régler les problématiques, les barrières techniques qui permettaient de bloquer ça. Pourquoi il n'y avait pas une solution viable d'Edge IA qui était déployée massivement? Aujourd'hui, c'est comme l'IoT, on en a beaucoup entendu parler, mais finalement, il n'y a pas vraiment de solution at scale. 3 raisons à ça. Une dépendance au cloud, systématique. On l'a vu hier, je dois faire de la computer vision, je dois encore envoyer les images dans le cloud ou dans un gateway local, mais on ne peut pas traiter encore localement. Ça requiert beaucoup des problématiques de latence, on ne peut pas faire de temps réel. Et puis, c'est très énergivore, ça demande beaucoup de bandes passantes, un réseau 4G, de la fibre optique. C'est des choses qui ne sont absolument pas disponibles dans la grande majorité des cas. Je ne parle pas des cas urbains, mais je parle de la majorité des industriels qui ont des actifs dans des zones où il n'y a pas toutes ces ressources-là disponibles. Et donc, nous, ce qu'on a voulu faire, c'était régler ce problème impossible, qui était d'amener une infrastructure IA frugale qui permet de développer de l'IA partout sur Terre. C'est un vrai problème, hein. Aujourd'hui, on estime que c'est plusieurs centaines de milliards de pertes qui sont liées à une absence de mesures temps réel sur le terrain à cause de ces problématiques impossibles. Par exemple, si on prend le pétrole, c'est des fuites sur des pipelines. On estime à plus de 45 milliards les dernières études parce que, en fait, c'est des coûts additionnels parce que la fuite, on la détecte au bout d'une opération de maintenance. Quelqu'un passe avec un 4x4, ça fait 15 jours que ça fuit. Il faut nettoyer le terrain, des amendes, tout ce qu'on va. Toutes les problématiques d'infrastructure, les problèmes seraient prédictibles, encore faut-il les mesurer. On parle des feux de forêt, on a bien vu les différences de stratégie entre la France, où on essaie de détecter le feu le plus vite possible, et les États-Unis, où on détecte plus tard, mais on sait très bien que si on détecte un feu dans les 2 premières minutes, on peut réduire de 90% ces dommages. Donc ça, c'est quand même des exemples clairs où la prévention doit dominer sur la correction. Et puis sur l'agriculture, il y a énormément d'enjeux. Je vous montrerai un exemple plus tard sur les pertes liées au rendement. On parle de problématiques de famine dans le monde, mais on perd beaucoup de pertes. Et on peut, en contrepartie, pour compenser ça, pour compenser l'absence de monitoring temps réel, on surdose les pesticides, on détecte rapidement, trop tardivement les problématiques. Et ça reste des problèmes. Pourquoi ça reste aussi des problèmes? Parce que les solutions actuelles sont très coûteuses. C'est des solutions qui se basent sur des serveurs qui coûtent des centaines, voire des milliers de dollars.
et qui requiert d'avoir une prise électrique, qui requiert d'avoir une fibre optique, du réseau cellulaire, on voit bien que ça ne scale pas. Et donc, ce que le marché attend, c'est une solution moins coûteuse, quelquefois moins coûteuse, qui peut marcher de partout et à n'importe quel moment. Je vais vous donner 2 exemples. Alors, j'ai gardé des exemples, on va dire, plus qui parlent à tout le monde. Je n'ai pas donné d'exemples trop industriels, mais un premier exemple de choses qu'on a pu faire. Donc, on a travaillé avec le SDIS, donc les pompiers du 34, pour remplacer et complémenter l'offre des volontaires. C'est-à-dire qu'il y avait des volontaires qui se relayaient les week-ends et quelques jours de semaine pendant la haute saison dans des tours de guet pour compléter le système de caméras. Ils ont un système de caméras qui couvre 70% du territoire, sauf que le territoire, il est vallonné et il y avait plein de zones d'ombre. Et donc, on les a aidés, on a fait nos premières preuves de concept, on a validé nos concepts techniques en les aidant, et on est passé d'un temps de réponse de 30 minutes pour détecter le premier feu à moins de 2 minutes. Je vous rappelle, si on passe en dessous des 2 minutes, 90% des dommages peuvent être évalués. Dans cette période-là, donc c'est des éléments qui tournent depuis 1 an, il y a eu 3 feux de forêt dans la région. Bon, on est sur 45 millions de dommages potentiellement prévenus grâce à ce type de système. Et donc, vous imaginez bien qu'un système qui ne coûte pas très cher, on a des retours sur investissement, parce que malheureusement, à un moment, il faut quand même qu'on parle d'argent. On a un retour sur investissement par rapport à l'achat d'équipements comme ceci, qui est largement supérieur à 1000X et qui est rentable dès la première année. Un autre exemple, c'est la détection préventive de nuisibles. Les mouches des olives, c'est un problème pas très connu, mais qui, néanmoins, on a des clients comme ça, 2000 hectares dans la région méditerranéenne. Leur problème, c'est que les mouches des olives détruisaient entre 10 et 30% de leur rendement. Et en plus, ils ne pouvaient pas se permettre de mettre du pesticide à gogo parce qu'ils avaient une certification bio. Leur problème, c'est qu'aujourd'hui, ils avaient des pièges qui venaient mesurer mécaniquement. Donc, c'est des gens qui allaient en 4x4 tous les 15 jours. Et voilà, si vous attendez entre 15 jours pour détecter une invasion, en général, c'est là où vous avez perdu. Les mouches sont multipliées, vous avez perdu votre production. Ils perdaient plus de 4000 $ par hectare à cause de ça. En déployant un de nos capteurs par hectare, ils peuvent gagner largement, ils peuvent être rentables au bout d'1 an et prévenir les pertes de rendement tout en minimisant complètement les pesticides parce qu'ils viennent agir juste au moment où les femelles vont faire éclore les œufs et donc ils peuvent se permettre dans ces cas-là de mettre juste la dose de pesticides dans le champ qui va bien, pas dans le champ d'à côté, réduire l'usage des pesticides, garder la certification bio et gagner de l'argent. Le problème qu'on a essayé de régler, en fait, c'est ce qu'on appelle un trilemma. Il y a 3 problèmes. C'est je veux avoir une très faible consommation d'énergie parce que je veux opérer de manière autonome sur panneaux solaires de partout. Je veux pas envoyer des dizaines de données, je n'ai pas accès à beaucoup de réseaux. Donc on a fait un choix d'avoir des réseaux satellitaires pour pouvoir opérer partout sur Terre, mais c'est faible bande passante, donc on doit se contenter d'une faible bande passante, et on doit faire de l'inférence de qualité, précise, temps réel. Souvent, quand les gens essaient de répondre à ça, ils arrivent à se trouver des solutions classiques. C'est 2, par exemple, je vais trouver un petit MCU, petit microcontrôleur, je vais pouvoir faire générer quelques données, je vais pouvoir me connecter en narrowband, je ne vais pas consommer beaucoup, mais par contre, je ne ferai pas de l'inférence temps réel avec la précision d'un GPU, sur des grosses images, des choses comme ça. Par contre, je peux prendre un GPU NVIDIA, je peux faire du temps réel, très précis, je peux envoyer ces informations par narrowband, mais je consommerai 40 watts et pas les quelques milliwatts qui sont requis. Donc nous, c'est ça qu'on a réglé avec notre plateforme, de réussir à faire ces 3 en même temps, une précision d'inférence correcte, applicable, une gestion complète du cycle de vie de l'IA, parce qu'on parle beaucoup d'IA, de modèles, mais les modèles IA, il faut les renouveler, il faut les maintenir. C'est vraiment très sensible et il faut vraiment, on ne parle pas beaucoup d'MLOps, mais je pense que c'est un vrai sujet quand on fait de l'IA. Et bien sûr, on est sur alimentation solaire. Notre plateforme, en fait, ressemble donc à ça. Donc, au cœur de la plateforme, on a déjà à la base une brique où on a optimisé les modèles. Quand je dis optimiser, ce n'est pas optimiser le modèle en haut, c'est plutôt optimiser la manière dont les modèles sont compilés et vont être exportés vers du hardware. Là, il y a largement de quoi gagner plusieurs dizaines d'X, voire au-delà. Ces modèles peuvent être déployés partout sur Terre grâce à des partenaires satellitaires avec qui nous opérons. Et ils tombent en fait dans le cœur de notre iceberg, qui est le sommet de notre iceberg, qui est notre petit bouquetin.
qui vient regarder ce qui se passe et qui fonctionne de manière solaire. Alors pour vous donner un ordre d'idée, je vous donne en voici un. Voilà, vous voyez, donc il fonctionne avec un petit panneau solaire qui fait à peu près la même taille. Si vous voulez le faire fonctionner, il fonctionne sur batterie, vous le posez et votre IA démarre. Okay, il n'y a pas de coût de construction civile, vous n'avez pas à venir tirer de la fibre, apporter un réseau électrique, rien du tout. Vous l'accrochez sur un poteau, un arbre, et il fonctionne. Il permet de faire de l'inférence locale, il permet de faire de l'alerte. On travaille par exemple, ça c'est un cas avec les pompiers, où on permet de détecter un départ de feu. Et si jamais il détecte un départ de feu, on est capable de renvoyer des données. Alors oui, on peut renvoyer une donnée, un petit ping, attention, il y a un départ de feu. Mais on a aussi travaillé à améliorer, on était spécialiste de l'IA, mais aussi des réseaux protocoles, parce qu'on est capable, à travers des réseaux narrowband, de renvoyer des images en quelques secondes aux pompiers. Donc c'est le cas d'usage, la démo qu'on a faite récemment à IoT World Congress, où on a l'image qui arrive avec une première prédiction. Et ces alertes, ces données et ces images sont traitées par notre agent IA multimodal, qui fait une deuxième couche de confirmation et qui permet d'envoyer un rapport in fine pour qu'il y ait on va dire une procédure de validation par un humain qui permet de valider ce qui se passe. Deuxième avantage, c'est que ce petit boîtier, il sert aussi de gateway local pour d'autres capteurs. Par exemple, dans le cas des pompiers, des petits capteurs qui nous donnent le niveau de température, d'humidité, est-ce qu'il y a des augmentations de particules fines, de CO2 pour détecter, pour pouvoir sniffer à quelques kilomètres autour. Vu que ça marche en LoRa, autour de cet objet, on peut déployer des capteurs 1, 2, 3 kilomètres autour. Et bien sûr, ça marche de manière bijective. Ce petit objet peut permettre aussi de contrôler des actuators. On a parlé des départs de feux de forêt, mais on a des cas avec des départs de feu dans des centres de tri de déchets, par exemple, où on peut commander un départ d'une vanne pour pouvoir lancer des lances à eau et éteindre le feu de manière préventive. Donc c'est pour ça qu'on parle d'infrastructure. C'est l'ensemble de notre offre qui gère non seulement l'IA localement, via des modèles optimisés, mais qui gère aussi la mise à jour des modèles, parce que on a tout un cycle de mise à jour des modèles et de remontée de données qui permettent de faire le MLOps de manière efficace n'importe où sur Terre et toujours sur batterie avec des petits panneaux solaires. Alors, anecdotiquement, on a été reconnu par l'industrie très récemment à IoT World Congress comme innovateur IA de l'année devant des grands groupes, très grands groupes industriels qui essayaient aussi sur des sujets, des thématiques similaires, de l'IA, computer vision dans des caméras. Et ce qu'on cherche en ce moment, notamment avec le MIAI, puisqu'on est quand même basé principalement sur Grenoble, c'est des partenariats publics-privés. On en a déjà avec des universités plutôt en PACA pour l'instant. On cherche sur Grenoble. Donc l'idée, c'est plutôt de commencer avec un projet financé pour apprendre à travailler ensemble. On a déjà fait avec notre directeur technique Olivier des chaires industrielles dans nos précédentes fonctions. Donc on sait l'intérêt que ça a et on est intéressé d'y aller, mais avec un apprentissage à se connaître. On a 2 projets sur lesquels on saurait trouver du financement, on voit de l'intérêt. Il y a tout ce qui est ville sustainable. Il y a pas mal de projets de financement au moment sur comment utiliser ce type de capteur avec de la communication satellitaire et de l'image satellitaire pour améliorer la qualité de ville dans nos villes, détecter des îlots de chaleur, les zones de pollution, les relations entre le trafic et le bruit, tout un ensemble de choses comme ça. Donc ça, on est intéressé de travailler sur les algorithmes avancés, sur les solutions de compilation, tout ce qui est problématique de urbanisation, et puis tout ce qui est autour de la smart agri, protection de la biodiversité. On a des discussions avec le CERN, par exemple, pour protéger la biodiversité lors du chantier de la construction du nouvel anneau, mais ça peut être pour n'importe quel autre type de chantier. Là aussi, l'idée, c'est de pouvoir mixer des problématiques de communication satellitaire avec de l'imagerie, plus nos capteurs terrestres, pour pouvoir permettre d'avoir une vue complète des impacts de nouveaux chantiers, de mines, de tout ce qu'on peut imaginer, quoi. On a aussi, comme vous l'avez vu avec les oliviers, on a pas mal de discussions aussi avec d'autres acteurs, des plantations de cacao et de café au Brésil, des choses comme ça, où là, il y a des problématiques aussi de gestion, de contrôle d'envahisseurs, de gestion de ne pas trop utiliser de pesticides. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire en étant au plus proche du terrain. On vous remercie. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur nous, on a un papier, un white paper qu'on a écrit avec un de nos partenaires satellitaires qui est disponible sur notre site. Je vous donne le lien ici.
Et on attend de vous discuter avec vous pour pouvoir générer plus de collaboration avec le cluster MIAI. Étant grenoblois, ayant fait nos études ici, bon, on serait content de collaborer avec certains d'entre vous, quoi. Est-ce qu'il y a des questions ? J'ai une question sur la question de la compilation que vous avez évoquée. Vous dites oui. que vous pouvez gagner un facteur 10 sur les questions de compilation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que ça signifie ? Oui, déjà, il y a, alors, sans trop dévoiler de secrets, mais en gros, il y a déjà deux choses principales. La première, c'est que souvent, les gens compilent que la partie réseau de neurones, alors qu'en fait, et on peut très bien faire quelque chose de très, très bien dans la partie réseau de neurones et se retrouver, je sais pas, avec 2 millisecondes d'inférence sur le réseau de neurones. Et il me reste 10 millisecondes sur le pré-processing et 15 sur le post-processing. Donc déjà, une des premières pistes, c'est de merger dans le même graphe l'ensemble de la chaîne applicative et pas uniquement le réseau de neurones. Ça, c'est une première piste très fortement. C'est-à-dire changer de langage, quoi, ne plus passer à faire, de plus faire ouais, du Python et passer sur un langage bas niveau. Exactement. Et l'autre piste, effectivement, c'est une problématique de dialecte. Si je prends, on va dire, le bon wording par rapport à ce qui se passe. Aujourd'hui, les puces que nous utilisons, il y en a plusieurs. C'est des puces qui sont très hétérogènes. L'autre piste d'amélioration, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont des modèles où on prend le modèle et on compile sur une cible hardware qui peut avoir plusieurs processeurs. Je pense qu'Adrien l'a mentionné. Mais la chaîne de compilation ne vise qu'une seule cible. C'est très homogène parce qu'aujourd'hui, c'est fait pour les CPU. J'ai un processeur. Pour faire des cartes graphiques NVIDIA, j'ai un GPU. Mais dans les cibles hétérogènes, où il y a plein d'accélérateurs, plein de processeurs, on ne vise qu'une seule cible et pas toutes. Donc on travaille aussi sur une chaîne de compilation qui permet de tenir compte de l'hétérogénéité de la plateforme à travers des représentations intermédiaires pour pouvoir découper le graphe et le dispatcher de la manière la plus efficace à travers toutes les ressources disponibles sur la puce. Parce qu'il faut que la puce s'est réveillée, elle consomme. Mais si j'utilise que 10% des ressources alors que je consomme 100%, vous voyez, on peut facilement gagner un 10x. Je vois, mais en fait, ça, c'est des choses qui pourraient intéresser au-delà des applications que vous avez là. Je veux dire, par exemple, sur les centres de calcul, ça pourrait être intéressant. Vos méthodes de compilation pourraient intéresser... je ne dis pas le contraire, je dis juste qu'on est en entreprise qui démarre, donc je vous présente notre projet pour démarrer. Mais on a d'autres ambitions derrière, effectivement. Ouais, des compilateurs comme ça peut intéresser beaucoup de monde, en fait. J'en ai conscience, mais on est en entreprise, on cherche aussi du revenu, donc on a trouvé on a trouvé un axe d'entrée sur le marché où on est relativement unique, et donc ça nous permet d'avoir rapidement des clients pour maturer une solution. Mais pour être tout à fait clair sur nos objectifs, nous, on va lever des fonds à la fin de l'année pour pouvoir attaquer après d'autres marchés avec les solutions logicielles qu'on aura mises au point sur un marché hyper contraint, et on sait qu'on a des perspectives pour d'autres choses. Enfin, je veux dire, dans le passé, on a mené, notamment avec Olivier, notre directeur technique, on a mené des projets, on était chez ST, chez IBM, on a mené des projets qui allaient du HPC à du très gros edge dans des voitures, donc on connaît ces marchés-là, mais on s'est dit qu'on mettait la barre sur quelque chose de hyper contraint, hyper différenciateur, sachant que cette technologie-là pourrait s'appliquer à d'autres marchés plus tard sans problème. Ouais. Mais on a un peu de recherche à faire, donc on a besoin de partenaires aussi. On a pas mal de boulot. Bonjour, ma question c'était finalement quel est le cœur de votre innovation? Parce que les processeurs basse consommation, vous utilisez peut-être le Colibri de Sign, le solaire ou la communication LoRa, tout ça, ça existe. C'est quoi le cœur de l'innovation? Et est-ce que vous pouvez détailler un petit peu la partie communication satellitaire? Parce que ça me paraît difficile à faire aussi avec peu d'énergie et un tout petit bloc comme ça, il n'y a pas d'antenne. Est-ce qu'on arrive à faire une communication satellitaire réelle? Ouais, donc très bonne question. Donc il y a deux piliers dans notre développement. En fait, ce qu'on a vu, on voit quand on discute avec les gens, c'est qu'on est tombé soit sur des gens qui étaient experts IA et qui se demandaient comment vous faisiez la connectivité, soit on a des clients qui sont très bons en connectivité, mais ils disent comment vous faites pour l'IA. Alors je pense que déjà, un des moteurs de notre innovation, c'est qu'on est la première équipe qu'on connaît où on mélange ces deux compétences ensemble d'un point de vue industriel. Et c'est le cœur pour développer de l'IA at the edge. Parce qu'on doit pouvoir faire, donc là, après les deux piliers, c'est l'IA.
comment on déploie l'IA, comment on gère l'IA. Parce qu'en fait, tout le monde parle de l'IA, tout le monde essaie de déployer des modèles. Nous, on essaie depuis le départ de maintenir les modèles. Donc on s'est tout de suite posé la question du MLOps, comment on va maintenir les modèles et les mettre à jour. Donc on a beaucoup de choses autour de ça. Et ça, quand on pose ça, on se dit, ben, on est obligé de bosser sur les réseaux. Donc et sur les réseaux, on a 2 axes de travail. On a un axe, effectivement, matériel, améliorer les antennes et des choses comme ça. Donc aujourd'hui, effectivement, on a un budget de liaison qui est peut-être 10 fois inférieur à ce que font les autres. On voit, hein, parce qu'on a des opérateurs satellitaires qui ont des trackers, qui nous demandent potentiellement qu'on leur fasse leur tracker, parce que leur tracker consomme 1 watt et le nôtre consommerait 5 à 10 milliwatts. Oui, donc on est capable de faire du low power par le hard. Et après, il y a la gestion des protocoles. Aujourd'hui, par exemple, on discute beaucoup avec Sylvain Montagny de l'Université Savoie-Mont-Blanc, qui est dans l'Alliance LoRa, qui drive le groupe de travail sur la mise à jour des modèles over VR. Nous, on le fait déjà, sur les mêmes réseaux. On transfère des images sur LoRa. J'ai eu une discussion hier avec un ancien collègue d'essai qui me dit c'est pas possible. On te montre. Voilà. Donc on a l'IA at the edge va requérir d'être très bon en IA, de compresser les modèles, de les compiler, enfin de faire ce qu'il faut pour que ça ne consomme pas beaucoup. 2, de bien gérer les réseaux de protocoles. Et le cœur de notre innovation, c'est que depuis le départ, on blinde les compétences. Enfin, on a mélangé les compétences dans les 2 mondes pour pouvoir arriver à mettre en place une infrastructure qui tienne la route d'entrée de jeu, quoi. Oui, bonjour, moi je travaille chez Mountain, David Namani. C'est juste pour compléter sur la partie satellitaire. Donc on a un acteur satellitaire avec 2 satellites géostationnaires. Donc on en a un au-dessus de l'Europe, donc qui couvre de Brest à l'Ukraine et jusqu'à l'Afrique du Nord. Et le deuxième couvre tout le continent nord-américain. Donc en termes de communication pour nos clients ou nos prospects, il faut savoir qu'on peut adresser donc on peut protéger des assets critiques sur ces 2 continents by design, quoi, puisqu'on est, on est MVNO, donc moi je viens d'Orange, hein, je suis un ancien d'Orange, on est opérateur virtuel sur ces satellites, ce qui nous permet d'accéder en fait à soit de la notification en 1 seconde, hein, en gros communiquer à 36 000 km d'altitude et revenir, ça prend à peu près 1 seconde. Ou avec des protocoles un peu spécifiques, quand il y a par exemple un départ de feu et qu'on doit remonter une image pour faire une levée de doute, là on va ouvrir des canaux un peu spéciaux avec notre partenaire satellitaire et puis on va envoyer l'image en 10 secondes. Voilà. Donc en fait, ce que Vincent dit, c'est on peut focaliser beaucoup sur les modèles dans les systèmes non LLM. Mais en fait, il y a un écosystème à développer, à construire si on veut vraiment pouvoir l'opérer, le maintenir, faire du provisioning, enfin tous les termes que les télécoms connaissent bien. Hein. Si vous voulez gérer un réseau demain qui est intelligent, il faut s'intéresser à ces problématiques qui ne sont pas de la pure data science, mais qui vont au-delà. Et puis, dès que vous touchez à l'embarquer, à un problème de consommation, voilà, on arrive à des skills qui sont dans notre équipe. Voilà. Ouais, pour être très clair sur le projet, la première chose qu'on a fait, c'est pas développer des modèles d'IA, c'est d'aller voir les opérateurs satellitaires. Donc on en a un qu'a cité David qui est officiel, avec lui on a fait le white paper. Il y en a d'autres qui vont être annoncés bientôt, on en aura 7 au total, pour lesquels on opère en opérateur virtuel. C'est-à-dire qu'en fait on les a choisis pour leur couverture géographique selon les demandes de nos clients. Mais nos clients ne passent que par nous. Et donc du coup ça nous donne non seulement accès à des tarifs privilégiés, puis ça nous donne aussi accès à des installations particulières, des canaux particuliers sur les satellites pour pouvoir faire nos opérations de MLOps, ce qui nous distingue d'autres personnes qui voudraient faire la même chose. Merci. Il y a juste une dernière question sur le chat qu'on prend et après on fait la pause. On poursuivra les échanges. Alors, la consommation finale du produit en watts, très bien. Nous, on parle en milliwatts, je suis désolé. Donc là-dedans, on a quand même un capteur d'image. OK, haute résolution, visible, proche infrarouge. On a toute l'IA, on a toute la connectivité satellitaire. Alors ça dépend effectivement de quelle fréquence on vient faire des images, hein, si on fait 1 fois par heure ou voilà. Mais imaginons dans un cas temps réel, on est entre 10 et 20 images par seconde. On est autour d'une 50aine de milliwatts. En dessous de 100 milliwatts, ça dépend de la température, mais c'est entre 50 et 100 milliwatts, tout compris.
au total, ce qui nous permet d'opérer sur un petit panneau solaire qui fait 1,5, 2 watts. Donc c'est un petit panneau solaire qui ne fait même pas une feuille à 5. Et ça nous permet d'opérer de manière continue. On a des expérimentations depuis 1 an dans le sud de la France. On a pris 45 degrés à l'ombre l'été, les épisodes Sevenol avec une semaine ou de pluie où il n'y en avait pas de production d'énergie. Et les produits continuent à opérer, quoi. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez entendu, du coup on reprend vers 11h10. À 11h10, voilà. Merci. Yes, I'll have to check my battery, maybe charge it. Yeah. Probably a good idea to keep it charged.